Bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, je me présente rapidement. Catherine Gendron, je suis conseillère au virage numérique pour la cellule Virage numérique chez Québec numérique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le Virage numérique, c'est une cellule chez Québec numérique qui rassemble plusieurs programmes d'accompagnement, entre autres là, aux commerçants de la ville de Québec pour offrir un accompagnement gratuit et personnalisé dans le cadre dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Donc, on est là pour vous aider à prendre le virage numérique. Je vais vous laisser le lien là, dans le chat du site web si vous voulez en savoir plus. Donc, dans le cadre de ce programme, on organise également des webinaires ouverts à tous dans le but de vous donner l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances sur certains éléments d'un virage numérique. Donc, ce matin, je suis très contente de recevoir Myriam, qui est experte SEO, reconnue tant localement qu'à l'international. Elle est dans le domaine depuis plus de 15 ans. Donc, quelques petits détails techniques avant de commencer. Comme nous sommes en mode webinaire, vos caméras micros ne sont pas activées. Alors, je vous invite à écrire là, dans le chat pour toutes questions, commentaires. Myriam, elle va répondre aux questions au courant de la présentation. Donc, je vais surveiller le chat là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous aurez également là, par la suite accès à la présentation de Myriam et à l'enregistrement du webinaire que je vous enverrai là, au courant de la journée par courriel. Sur ce, Myriam, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. On est là pour parler SEO, mais pas n'importe quel type de SEO. Le référencement organique, mais les bases que vous devez connaître. Je ne veux pas faire de vous des experts et des expertes, je veux faire de vous des gens qui sont vraiment à l'aise à gérer leur visibilité au sein des moteurs de recherche. Alors, comment est-ce qu'on fait ça en 2022? Eh bien, à l'agenda, aujourd'hui, on va discuter et voir comment est-ce que je peux vous expliquer le fonctionnement des moteurs de recherche, comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'optimisation SEO, être en mesure d'identifier les enjeux et les opportunités qui sont propres à chacun de vos sites. Donc, je m'attends à avoir quelques questions en disant, ben oui, mais moi, en fait, ma réalité, c'est ça. Parce que oui, il y a une très, très grosse différence entre la théorie et la pratique. Et certes, j'ai 15 ans de théorie, mais j'ai surtout 15 ans de pratique à m'améliorer et à apprendre des nouvelles choses pour évoluer au niveau de tout ce qui est SEO. Et le but du jeu, c'est de faire profiter votre entreprise d'une meilleure visibilité. Hein? C'est vraiment ça notre objectif. Puis après, on peut parler des tendances et nouveautés en termes de SEO parce qu'il y a eu plusieurs mises à jour ce mois-ci. Mais il y en a quand même assez régulièrement, en fait. Les moteurs de recherche ne fonctionnent plus comme il y a 15 ans, en fait. Donc, j'ai déjà été présentée, mais on va refaire un petit tour. Bonjour, moi c'est Myriam Gessier. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Eh bien, je suis là pour deux raisons. Numéro un, je suis là parce que j'adore parler de ce que je fais et pas seulement à des spécialistes comme moi. Mon objectif dans la vie n'est pas d'être reconnu par d'autres experts. Je le suis, c'est génial, hein, mais à la fin de la journée, c'est pas ça qui m'allume dans mon travail. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'aider des gens comme vous, en fait, à bien gérer leur visibilité, encore une fois. La seconde raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que je ne sors pas de nulle part. Cela va faire 7 ans que je forme des entreprises, donc aussi bien des équipes techniques, développeurs, etc., que des équipes qui travaillent au niveau du marketing pour bien comprendre ma pratique. Donc, pour moi, être ici aujourd'hui, j'espère que je n'aurai pas de questions en mode « Ah, c'est peut-être une question bête, mais il n'y a pas de question bête. » Mon travail est assez intéressant mais complexe. Donc, je suis là pour vraiment vulgariser tout ça. Bon, maintenant que ça c'est dit, vous pouvez aussi obtenir des astuces sur mon blog. Donc, mon entreprise s'appelle Pragm, pragm.co. On est deux dedans, deux, un, deux. Il n'y a pas de stagiaires, il n'y a pas de grosse équipe, on est juste deux spécialistes, mais on adore ce qu'on fait et on ne veut pas développer ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place de développer? Eh bien, on partage des astuces sur notre page Facebook et sur notre page LinkedIn régulièrement. Si je me rends compte que quelque chose dans un de mes cours est très apprécié, vous pouvez être sûr que ça va finir sur LinkedIn.
Donc, profitez-en. Pas besoin de vous inscrire à quoi que ce soit, pas besoin de me donner votre nom. Vous pouvez profiter de tout ça gratuitement. Bon. J'ai fait les présentations de l'entreprise, du compte LinkedIn, de ma personne. C'est super, mais vous n'êtes pas là pour mes beaux yeux. Vous êtes là pour comprendre ce que c'est le SEO. Donc, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. C'est tout. C'est de l'anglais. C'est pour ça qu'on appelle ça du référencement naturel ou du référencement organique en bon français. Et le SEO, c'est toutes les activités entreprises pour améliorer la visibilité organique d'un site sur les moteurs de recherche. Pourquoi est-ce qu'on dit organique? Eh bien, vous le savez, il y a des publicités aussi comme Google Ads. Mais le problème avec les publicités, c'est que dès qu'on arrête de payer, on n'a plus de visibilité. C'est pour ça qu'on parle de SEO aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire gratuitement, organiquement, pour améliorer la situation? Le problème du gratuit et de l'organique, c'est que ça envoie un mauvais message. Vous pensez que ça va être facile. Non, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de compétition en ligne. Et pourquoi est-ce que c'est moins facile en ce moment? Parce que les budgets sont restreints, parce qu'on n'arrête pas de lancer des mots dans les nouvelles, récession, inflation, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de monde qui trouve que le SEO, c'est intéressant parce que c'est gratuit. Donc, je suis là pour démystifier ça aussi. Oui, c'est très porteur. Oui, c'est parfait si vous n'aimez pas nécessairement faire de la promotion à outrance. Moi, je ne suis pas nécessairement super à l'aise à faire la promotion de mon agence via des publicités ou via d'autres choses parce que ce n'est pas ma personnalité. Le SEO va très bien pour moi parce que je réponds aux besoins des gens plutôt que d'aller essayer de leur parler de mes produits. Génial. Si ça sonne comme vous, ou si ça sonne comme une bonne stratégie, eh bien, ça va vous intéresser la prochaine heure et demie. Donc, la première question, c'est est-ce que je dois, j'ai raté un petit truc, est-ce que je dois me lancer dans du SEO là? Non. Mais c'est important de comprendre certains aspects. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects qui sont vitaux pour poser les fondations qui vont être vitales plus tard. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme aller à la banque. Vous pouvez avoir un compte chèque et un compte d'épargne. L'épargne, si vous mettez de l'argent dedans et vous laissez ça dormir, eh bien, tous les mois, vous allez avoir des intérêts, ou tous les ans, selon le deal que vous avez avec la banque. Et ce qui est très intéressant, c'est que les intérêts vont dans la somme globale et la prochaine fois que vous avez des intérêts, ça inclut des intérêts sur les intérêts. C'est la même ambiance, c'est le même cycle avec le SEO. Ce que vous allez poser comme base aujourd'hui va finir par être payant sur le long terme, mais c'est aussi une bonne base pour vous permettre de construire et d'aller plus loin quand le temps est arrivé d'en faire autant. Donc, il y a deux niveaux. Je veux m'assurer d'avoir mis mon pantalon avant de sortir. Ça s'appelle SEO friendly. Et après, quand on parle de SEO réellement, de l'optimisation, c'est optimiser pour le SEO. Nuance. Donc, si vous avez payé une agence qui a fait votre site web et qui dit c'est SEO friendly, vous savez que vous avez la base, que ça n'a pas nécessairement été bien travaillé en détail. Ça a été travaillé pour rendre votre site accessible au moteur de recherche. C'est tout. Et je ne vais pas nécessairement me lancer dans le gros côté technique, comme je vous l'ai dit. Le but n'est pas de faire de vous des experts et des expertes, mais juste d'expliquer que même si vous avez une idée de ce que les internautes recherchent, les suppositions ne vous mèneront pas loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien souvent, je me retrouve à dire à des clients et à des clientes, en fait, les produits sur lesquels tu te positionnes le mieux, c'est ça. Tu t'attendais peut-être pas à ça, profitons-en. Ou même d'expliquer, en fait, les gens, ils ne cherchent pas les choses sur Internet comme tu penses qu'ils les chercheraient. Il y a d'autres mots qui sont employés. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître ces mots? Eh bien, parce que la pertinence de la recherche, c'est ça que vous ciblez. Vous ne voulez pas être numéro 1 dans tout. Vous ne voulez pas être positionné sur n'importe quoi. Vous voulez atteindre des prospects qualifiés, donc des gens qui sont intéressés par ce que vous offrez. Parce que 10 prospects qualifiés, ça vaut beaucoup plus que 1000 visiteurs qui ne deviendront jamais clients. Donc ça, c'est très, très important. Et comment est-ce qu'on commence à réfléchir à ça? Eh bien, on réfléchit à qu'est-ce que je vends? Comment est-ce que les gens pourraient le chercher? Et quelle est la valeur ajoutée que je leur apporte?
Donc, si on se lance dans la rédaction pour les moteurs de recherche, eh bien, le contenu de qualité, ce qui est jugé être du contenu de qualité d'un point de vue de Google, par exemple, donc de vous à moi, est-ce que je trouve que leur consigne, c'est la base pour du contenu de qualité? Oui. Je ne trouve pas que c'est folichon, foufou de demander des choses pareilles. Est-ce que ça garantit que le contenu va être 100% de qualité face à la compétition? Non. Mais c'est la base. Donc, le contenu de qualité, il est produit quand on se retrouve à l'intersection de l'expertise, de l'autorité et de la confiance. Et ça, c'est un concept qui a été clairement explicité par Google il y a quelques années. Ça s'appelle EAT, expertise, autorité, et trust, donc fiabilité. Okay? Donc, c'est la confiance qu'on accorde à un contenu et à un site web, à un auteur. Donc, il faut bien comprendre que quand on rédige quelque chose, il faut quand même qu'on sente l'expertise de l'auteur. Récemment, j'ai demandé à une machine de me rédiger quelque chose sur comment prendre soin d'un chien. Et franchement, le contenu était bon, ça se lisait bien, mais ça se voyait que moi, je savais que c'était une machine, mais si un humain lisait ça, il dirait cette personne n'a jamais eu de chien. C'est ça qu'on essaye d'éviter. Donc, comment est-ce qu'on évite ça? Eh bien, la première étape quand on fait du SEO, donc encore une fois, je ne parle pas de rédiger du contenu tel quel, hein. Je parle de rédiger du contenu avec quand même un petit objectif de se retrouver bien positionné dans les résultats de Google. Il faut créer une perception de valeur via vos résultats. Parce que oui, on va faire face à beaucoup de choses. Il y a des pubs, il y a des vidéos, il y a des machins, il y a des trucs. Le but pour vous, c'est que votre résultat à vous dise clairement au client ou à la cliente, oui, oui, tu es au bon endroit en fait, on a exactement ce que tu veux. Donc, maintenant qu'on sait ça, il faut rajouter aussi par-dessus que 63% des consommateurs achèteraient auprès d'une entreprise qu'ils considèrent comme authentique. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Eh bien parce que, par exemple, moi, à l'époque, j'adorais Etsy. Je n'y vais plus beaucoup parce qu'il y a trop de choses que je pourrais acheter sur AliExpress ou sur eBay. Le but du jeu, pour moi, c'est de trouver des entreprises locales et authentiques que je veux soutenir, mais aussi qui produisent des choses vraiment agréables que je ne pourrais pas trouver ailleurs. Si on parle d'une entreprise B2B, donc qui vise d'autres entreprises, cette authenticité, on la retrouve aussi quand même. Donc, le but du jeu n'est pas de faire affaire avec l'agence qui flash le plus, mais de faire affaire avec l'agence qui dit oui, oui, on va réellement faire ce dont vous avez besoin. Et regardez, il y a d'autres personnes qui l'apprécient. C'est important d'être authentique dans notre monde aujourd'hui. Donc, quand je vous parle de tout ça, encore une fois, on ne se lance pas dans qu'est-ce que Google veut et comment lui faire plaisir. Ce que je vous enseigne, c'est quelque chose qui va vous aider sur le long terme, c'est de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, vous avez 3 facteurs à prendre en compte quand vous allez rédiger quelque chose. Ce que vous voulez communiquer, ce que les gens recherchent et ce que Google privilégie. Donc, laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que ces 3 choses sont différentes. Eh bien, à l'époque où je travaillais pour Banque Nationale, ça date, on m'avait dit, tu as officiellement le mandat d'optimiser la section compte chèque pour le SEO, mais attention, tu as interdiction d'utiliser les mots compte et chèque. Ces mots-là appartiennent à une autre équipe. Alors, s'il y a quelqu'un dans l'audience qui se dit, quoi? Félicitations, vous vivez en fait ce que j'ai vécu moi aussi. Donc, ce que l'entreprise voulait communiquer, ce n'était pas du tout la façon dont les gens allaient chercher. C'est ça que je leur ai expliqué. Attention, vous faites comme vous voulez à l'interne. Votre poutine interne, elle n'intéresse personne. Les êtres humains qui cherchent un compte chèque vont chercher en utilisant les mots compte et chèque. Parce que c'est ça, c'est un compte chèque. Donc après, est-ce qu'il y a une différence entre ce que les gens recherchent et ce que Google privilégie? Oui. Est-ce que Google essaye d'améliorer ça? Certes, mais ça ne change rien à votre réalité à vous. Donc, la première chose que je recommande, quand vous pensez que, par exemple, quelqu'un va chercher votre boutique ou votre site ou votre entreprise en utilisant certains mots-clés, il faut aller voir dans Google qu'est-ce qui ressort en premier. Donc, j'ai un exemple concret aussi là. Si on va
tapez, par exemple, on a une personne qui participe au nom du domaine Joly-le-Binière. Si on tape le nom du domaine dans Google et que ce n'est pas le site web du domaine qui ressort, mais mettons Tourisme Québec, on sait ce que Google privilégie. Google privilégie plutôt une entreprise, pas une entreprise, mais un organisme touristique qui va donner plus de détails sur sa page que ce que vous n'en donnez sur votre page d'accueil. J'ai une de mes clientes récemment qui m'a dit « Myriam, on n'arrive pas à se positionner avec notre page service. » Bon, pas de problème. On est allé taper dans Google, on regarde. Et je lui dis « Moi, je peux t'expliquer pourquoi. » C'est que dans ces résultats de recherche, ce ne sont que les pages d'accueil en fait, des logiciels qui offrent le service. Donc, c'est ta page d'accueil que tu devrais optimiser pour ça, parce que la page service, elle ne sortira pas. Ou des fois, pour, mettons, si vous vendez des vélos, avec Louis Garneau. Si vous tapez vélo pour enfants et que vous ne voyez pas une seule boutique en ligne, mais que des blogs de maman, de papa, la presse, etc., vous savez qu'il vaut mieux écrire un article de blog. Ce n'est pas la page catégorie vélo enfant qui va se positionner. Donc, j'espère que la nuance entre ce que vous voulez communiquer, ce que les gens recherchent et ce que Google privilégie est claire pour vous. Et une fois que vous avez compris ça, c'est quoi la suite concrète? C'est bien de savoir ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il faut aligner le type de contenu sur l'intention de recherche. Pourquoi? Parce que c'est ce que Google fait. En présentant, mettons, des articles de blog plutôt que des boutiques e-commerce, Google est en train de dire, on a compris qu'il y a un besoin informationnel, les gens cherchent de l'information sur cette requête. Donc, pour vous, il faut savoir que cette intention peut fluctuer, mais le type de contenu est important. Donc, si jamais vous avez, par exemple, une page service et que vous voyez que c'est une FAQ qui se positionne mieux comme type de contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Est-ce que après vous vous dites « Ouais, je ne vais peut-être pas produire ce type de contenu-là, cette requête n'est pas si importante pour moi ». Ben oui, ça s'appelle être stratégique. Félicitations. On ne fait pas tout aveuglément pour faire plaisir à Google. On a une job, on a une business. Non. Qu'est-ce que je veux dire par contre avec l'intention de recherche concrètement, encore une fois? C'est bien d'en parler en théorie en disant les gens pourraient chercher ça, 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 ça. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, si on a des mots-clés, donc des mots que les gens vont chercher, puis moi, je sais via mes outils combien de gens cherchent ça par mois, je me dis, ça, c'est un bon mot-clé. OK, mais aujourd'hui, on va essayer, on ne court pas après les mots-clés, on court pour comprendre l'intention derrière. Donc, quand je cherche écouteur noise cancelling Walmart ou écouteur noise cancelling Amazon, je cherche où les acheter. Si je cherche Bose versus Sony, et j'explique écouteur noise cancelling, qu'est-ce que je fais? Une comparaison entre deux marques. Donc là, la première intention, il y aurait sûrement des magasins. La seconde, ce serait plutôt des articles de blog qui vont comparer les choses. Et si on cherche où acheter des écouteurs anti-bruit pas chers, on ne va pas chercher de midi à 14h. On cherche à acheter des écouteurs anti-bruit pas cher. Ne venez pas avec les Bose à 400 $. Ça ne marchera pas. Et quand on cherche les meilleurs écouteurs anti-bruit, eh bien là, je veux chercher les meilleurs. Ça veut dire que oui, vas-y, tu peux me parler de la paire d'écouteurs à 400 $. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est quand l'intention de recherche, elle est mélangée. Parce que oui, ça arrive souvent. Donc ça aussi, on va le regarder. Mais si vous avez un nom d'entreprise, par exemple, qui est quelque chose de commun, comme rouge cerise, si on cherche rouge cerise au Québec, il y a deux types d'intentions qui se battent. La couleur pour peindre son mur et la boutique qui offre des accessoires en cuir. Si je cherche rouge cerise, mettons au Luxembourg, je n'ai pas de problème d'intention de recherche. Google a bien compris, c'est seulement la couleur. Donc, vous savez que, par exemple, dans des cas comme ça, vous avez à travailler plus dur parce que il y a plusieurs interprétations, c'est ambigu, etc., etc. C'est pour ça que, si je retourne en arrière, je dis vérifiez toujours ce que Google privilégie, juste pour bien comprendre.
Donc, comment est-ce qu'on va regarder ce qu'il y a dans Google? Ça aussi, je vous l'explique. Parce que tout le monde prend pour acquis que vous savez tout ça, parce que vous avez la science infuse. Non, non, on en est là parce que trop de monde pense que le SEO est une science et qu'il faut être un scientifique fou et qu'il faut garder ses secrets. Il n'y a pas de secret. Je vous explique exactement comment est-ce que cette page elle est montée. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des enchères à l'intérieur de Google pour savoir quel bloc va ressortir. Donc, il y a plusieurs moteurs de recherche dans Google. Il y a un moteur de recherche pour les images, pour les requêtes locales, Google Maps, pour les vidéos, pour les actualités. Donc là, j'ai tapé quelque chose de très vague, Adidas. Et voici ce que je trouve comme bloc dans Adidas. Numéro 1, toujours, grand A, publicité. Et oui, c'est comme ça que Google se fait de l'argent, donc publicité, publicité, publicité. En dessous de la publicité, vous avez le premier résultat organique. Donc ça, c'est Adidas Canada, parce que j'ai fait ma recherche au Canada. Et à droite, donc ça, c'est dans le premier écran au-dessus de la ligne de flottaison. Donc sur mon ordinateur, genre, je vois ça avant de devoir scroller. On voit ce qu'on appelle un knowledge graph. Et donc ça, c'est toutes les informations que Google a sur l'entité Adidas. Et donc, c'est aussi bien les moteurs de recherche que la description Wikipédia, que les compétiteurs, que les actions en bourse, que. Pour vous, si vous êtes une petite marque, ce que vous devriez voir quand vous googlez votre nom, c'est ce qu'on appelle la fiche Google Mon Entreprise. C'est très important, elle devrait s'afficher à droite. Si vous n'en avez pas une, vous devez la créer. Si vous n'avez pas le contrôle de cette fiche, vous devez le demander parce que, eh bien, des fois, les gens vont voir des résultats qui ne sont pas nécessairement votre site web tout de suite. Donc, profitez-en, c'est en haut, on l'ajoute. Si je descends un petit peu, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois numéro 2 ici. Donc, numéro 2, là, c'est la suite. Google dit, bon, écoute, je t'ai donné des informations de très haut niveau, je t'ai fourni le site web, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, peut-être que tu veux aller dans un magasin. On s'est rendu compte que les gens cliquaient pas mal sur ces résultats. On va t'afficher ce qu'on appelle un local pack. Un local pack, c'est Google Maps plus 3 fiches Google My Business, donc 3 fiches Google Mon Entreprise, pour vous dire, si c'est ça que tu cherches, vas-y. Donc, si vous tapez par exemple Dollarama, vous allez voir sûrement des résultats comme ça. Si vous tapez coiffeuse Montréal, pareil. Si vous cherchez plombier Québec, pareil. Des résultats locaux. Mais ensuite, Google dit, bon, je ne suis pas sûre, mais bon, allez, je te donne la version américaine. Ils font tout le temps ça. Ils font tout le temps ça au Québec. J'ai des amis qui sont en Belgique. Eux, ils en ont marre parce qu'ils reçoivent tout le temps les résultats des Pays-Bas et les résultats français de France. Donc, après ça, Google dit, si tu n'es pas encore convaincu, si tu n'as pas encore trouvé ce que tu veux, t'inquiète pas, je sais que ta recherche, elle est ambiguë, elle n'est pas claire, elle n'est pas affinée. Je vais te donner des actualités. Et oui, il y a des news sur cette marque. Go. Ensuite, si je scrolle un petit peu plus bas, Google va avoir des questions. Et donc, c'est là qu'on peut pleinement comprendre à quel point Adidas, c'est une requête vague. C'est que les questions sont là pour permettre d'affiner la requête. Et ça dit, qu'est-ce que ça veut dire Adidas? Est-ce que Adidas est allemand? Quand est-ce que Adidas a commencé à être populaire? Comment est-ce que je sais le type de souliers Adidas que j'ai? Ça en fait des questions liées à Adidas. Donc ça, c'est un outil très, très utile pour bien comprendre et bien rentrer dans la tête de vos clients et de vos clientes. Cette boîte de questions, dès que vous cliquez sur une question qui vous intéresse, il y en a d'autres qui vont se charger et ça vous permet de descendre de plus en plus au cœur de ce qui motive les gens. Après ça, Google dit, bon, t'as pas aimé mes 2 premiers sites Adidas? Laisse-moi te donner des revendeurs. Voici Footlocker. Et après ça, si tu cherches une information académique, voici le Wikipédia. Et une image vaut 1000 mots. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te montrer des images. C'est très courant dans les requêtes touristiques et dans les requêtes de commerce électronique. Une autre raison pour laquelle les images pourraient s'afficher, c'est que si vous cherchez mon nom, par exemple, Google sait, allez, il faut qu'on me montre à quoi est-ce qu'elle ressemble, Myriam. Photo. Donc, il y a des intentions aussi qui sont beaucoup plus liées aux images. Et à la fin de la fin, Google vous dit, bon, si tu es arrivé jusque-là, je vais te donner d'autres conseils qui sont proches de ce que tu cherchais
parce que clairement, je t'ai pas aidé, donc je ne veux pas te perdre, choisis autre chose. Si tout ça, personne ne vous l'a expliqué et que vous avez déjà eu des cours de SEO, vous n'êtes pas les seuls. C'est pour ça que je prends le temps de vraiment poser ces bases. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous voulez, si c'est brûlant et que vous voulez impérativement aller vous googler maintenant, attendez un peu parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Il faut donc, pour s'en tirer, se concentrer sur les clients potentiels. On ne veut pas perdre de temps à être visible sur des choses qui ne sont pas utiles. Donc, j'ai un exemple concret, encore une fois. J'ai rédigé un article SEO pour aider une amie qui vend des autocollants sur Redbubble. Et je suis vraiment, vraiment bien positionnée. J'ai beaucoup de trafic qui arrive tous les mois de nouveaux artistes en herbe ou confirmés qui veulent vendre leurs créations sur Redbubble. C'est une plateforme où on peut le faire. Est-ce que ça, c'est mes clients? Non. Est-ce que ça, c'est mes clientes? Non. Donc, je l'ai fait parce que c'était utile et j'en suis très heureuse. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'aide au niveau de mon travail tous les jours à acquérir des mandats. Est-ce que ça renforce ma crédibilité? Sûrement, mais je ne parle pas à mes clients potentiels. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est du référencement axé sur un produit ou sur un service pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qui manque, de quoi est-ce que les gens ils ont besoin. J'ai travaillé avec une marque de four à pizza. Vous savez quelle est la première chose que les gens veulent? Ils veulent le manuel en français du four à pizza pour se renseigner si c'est compatible avec ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de manuel facile, les fabricants ne les fournissent pas. Mon client les a fournis. Ça, c'est de la visibilité qui cible des clients potentiels. Donc, si vous ne savez pas par où commencer avec votre visibilité, commencez par vous dire, OK, c'est quoi les problèmes que les gens ont et dans quel thème est-ce que ça rentre? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, parce que Google mesure la pertinence thématique. Donc, si vous dites, mettons, on est une EMRC, c'est bien. Mais c'est quoi les problèmes que les gens ont et comment est-ce qu'ils vont se tourner vers des MRC pour y répondre? Est-ce que ce terrain est en vente? Est-ce que c'est quoi le calendrier de collecte des déchets? Toutes les MRC disent calendrier de collecte des déchets. Tous les humains disent c'est quand je sors la poubelle. Important de bien comprendre ça. Donc, par exemple, pour une MRC, vous pouvez vraiment grouper par thème de quoi est-ce qu'on parle et commencer à en parler jusqu'à ce que Google comprenne. Ouais. Là, cette MRC, elle sait de quoi elle parle. On va commencer à la positionner. Donc, encore une fois, de mon côté à moi, si je vous révèle les coulisses, je sais que j'ai une pertinence thématique pour tout ce qui est Google Analytics 4 avec mes articles, parce que j'en ai produit beaucoup avec mon partenaire, et des articles Shopify, parce qu'on est spécialisé en Shopify. Donc, ça, c'est très, très important de le garder en tête. Si vous dites que vous offrez un service, vous avez intérêt à avoir quelques articles qui vont aider les gens qui cherchent ce service. Puis, maintenant que j'ai parlé de tout ça, je reviens sur les 3 grandes catégories d'intention. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, mais pour vous, là, pour bien naviguer ça, les gens, ils peuvent chercher 3 grandes choses. Je cherche à naviguer, à me rendre quelque part, que ce soit sur le site ou en présentiel, genre je veux physiquement visiter un magasin. On peut chercher des informations, donc mettons combien ça coûte de faire un audit SEO ou de dire quelle est la taille de Danny DeVito. Information. Et on peut aussi chercher à faire une transaction. Donc, pour vous, c'est très, très important de comprendre, est-ce que la personne, elle en est au tout début de son aventure et elle se pose des questions? Est-ce qu'elle est en train de comparer des affaires? Est-ce qu'elle veut acheter quelque chose? Pareil pour navigation et information, si vous cherchez à vendre quelque chose et que vous allez dans Google et que vous voyez que la requête, les résultats sont principalement de nature à les aider à naviguer vers quelque chose ou fournir des informations, votre contenu transactionnel, il ne va pas trop bien marcher. Donc, quand on parle de gens qui sont motivés à aller chercher quelque chose, on va tomber souvent sur des comportements. Donc, un premier comportement, c'est une recherche exacte. Je connais le nom de la marque, je sais exactement ce que je veux, je connais le nom du produit,
etc. Donc, si par exemple, je vous parle d'un Yeti Blue édition limitée noire, je cherche un micro de la marque Yeti. Non, je crois que c'est de la marque Blue. Le modèle, c'est Yeti et je veux la couleur édition limitée noire. Je sais exactement ce que je veux. Après, on peut faire aussi une recherche par type de service ou de produit. Donc là, par exemple, les gens pourraient chercher, mettons, une salle à louer pour un mariage. Ça, c'est quelque chose qui est un type de service ou de produit. Et les gens, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas exactement où la salle va être. Ou peut-être qu'ils vont chercher même avec la localité, mais ce n'est pas une salle spécifique. Ils sont ouverts à d'autres choses. Il y a aussi des recherches par symptômes. Ça, c'est quand l'utilisateur ou l'utilisatrice veut une solution qui répond à son problème. Et les articles de blog sont importants pour ce type de recherche. Donc, quel type de symptômes est-ce qu'on pourrait avoir? Par exemple, ma bijouterie en argent est oxydée. Comment est-ce que je nettoie ça? Ou la meilleure recherche par symptômes que j'ai jamais eue de ma vie, ça fait très longtemps que je suis avec mon mari. On était très très jeunes à l'époque et il a renversé du vin rouge, début vingtaine, sur le sofa blanc de la mère de son ami. Très très gros problème. Il est venu à la maison avec un énorme coussin de sofa et il m'a dit: ma chérie, il faut que tu m'aides, on va se faire trucider. C'était pas un service qu'il cherchait, c'était pas un produit, il savait pas du tout quel était le nom du produit exact, mais on a cherché par symptôme. Le symptôme, c'est aïe aïe aïe, j'ai une grosse tache de vin rouge sur un truc blanc. Donc, prenez pour acquis que vous avez ces 3 grands types de motivation qui font que les gens vont utiliser un moteur de recherche pour vous trouver. Et comment est-ce qu'on se renseigne sur ce qui motive les gens? Comment est-ce qu'on devine? Parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Bien, l'apprentissage machine de Google va fournir des questions automatiquement. Donc ça, c'est une capture d'écran de ce que je vois quand je fais une recherche sur comment dresser un chiot. Et là, je vois que, en fait, les gens se posent la question de quand est-ce que je commence? Ah tiens, ça c'est important. Et comment traîner un chiot? Pourquoi est-ce que j'ai inclus cette question? Parce que la machine, elle n'est pas parfaite et que des fois, il y a des trucs vraiment drôles. Et comment faire le dressage d'un chien? Ok, donc il y a quand et il y a comment. Je pourrais cliquer sur l'une de ces 2 aventures pour aller plus loin et mieux comprendre. Et il faut que je partage aussi que des fois, la machine, elle n'a pas toujours raison. Ça veut dire que vous allez voir une réponse dedans quand vous l'ouvrez. Et si la réponse, elle est mauvaise, ça veut dire que peut mieux faire. Vous pouvez offrir une meilleure réponse. Vous avez une chance potentielle de vous retrouver dans ces réponses-là. Donc maintenant, tout ça c'est dit. Est-ce qu'il y a des questions d'emblée ou est-ce que j'attaque avec les conseils de base? N'hésitez pas à utiliser le chat là, si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas qui sont apparues, mais je peux te laisser savoir là, si jamais il y en a. Parfait. Donc, si vous avez des questions qui sont spécifiques à votre site parce que c'est un WordPress, parce que c'est un Shopify, parce que c'est un panier d'achat, parce que, faites-moi signe aussi. Comme je l'ai dit, on vous explique les bases, mais si vous avez un bloquant parce qu'il y a une différence entre expliquer la théorie, expliquer la pratique et expliquer la mise en pratique. La mise en pratique, c'est bon, c'est bien tout ce que tu me dis, mais qu'est-ce que je fais concrètement dans mon site web? Là aussi, je peux donner des conseils. Bon. Attaquons donc les conseils de base. Alors, pour tout ce qui est B2B, pourquoi est-ce que j'inclus ça? Eh bien, parce que certains et certaines d'entre vous font face à ça. Et quand on parle à d'autres entreprises, des fois, c'est un peu, je ne vais pas utiliser le mot plate, mais décourageant de se dire, bon, qui chercherait ça? Comment ça fonctionne, etc. Donc, il ne faut jamais produire du contenu juste pour en produire. Ça s'applique à tout le monde. Et il faut définir les types de contenu. Ça aussi, ça s'applique à tout le monde. Alors maintenant, revenons sur le B2B. Donc, qu'est-ce que les gens ils vont aller chercher? Ils vont aller chercher des tendances. Ils vont aller chercher des templates ou des gabarits gratuits. Donc, dans mon monde à moi, un gabarit gratuit, ça serait une checklist SEO. Ou ça serait un gabarit Excel pour monter ses publicités Google Ads. Dans un domaine, par exemple, B2B,
Mettons, un logiciel pour les ressources humaines. Eh bien, il y a des choses bêtes, mais par exemple, comment est-ce qu'on fait le processus d'onboarding? Donne-moi la checklist. Comment est-ce que j'accueille un nouvel employé, une nouvelle employée? Un autre type de template, ça serait par exemple les formulaires à remplir quand on veut demander la réparation d'un véhicule. Oui, j'ai des clients qui travaillent là-dedans aussi et je peux vous dire que les formulaires, ça y va bon train. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver ce que les gens cherchent comme formulaire gratuit pour bien se positionner? Mais on cherche un mot-clé qui contient PDF, template, gabarit, doc, Excel, etc. Les gens aussi vont chercher les meilleures solutions pour leurs problèmes et des comparaisons. Donc, qu'est-ce que je veux dire par comparaison? Eh bien, des fois, on veut acheter MailChimp, mais c'est un peu trop cher. On va chercher l'alternative. Et ensuite, on va comparer l'alternative pour voir est-ce qu'il y a tout ce que je veux, est-ce que ça vaut le coup? Point. Donc, récemment, je discutais comme ça avec des propriétaires d'agences du logiciel que j'utilise pour faire mes posts sur les réseaux sociaux. Et les comparaisons allaient bon train. Et cette entreprise-là, en fait, effectivement, a créé des contenus où ils expliquaient comment est-ce que ils fonctionnaient comparé à la compétition. Donc ça, c'était très utile. Pour les villes, hôtels, restaurants, voici ce que les gens cherchent. Les gens vont chercher localement, par ville, par quartier ou par rue. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va chercher un restaurant, par exemple, qui est le long de Wellington. On va chercher un truc dans un quartier spécifique. Donc, par exemple, moi, j'habite à Verdun. On peut chercher restaurant Verdun. Les gens vont aussi chercher par ville tout court. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire à Québec? Les gens vont aussi chercher quelque chose qui répond à un besoin. Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, une ville, hôtel, restaurant, c'est quoi le besoin? Par exemple, pour un restaurant, quelqu'un qui est diabétique a certains besoins. Quelqu'un qui a une allergie concrète au gluten a besoin aussi de quelque chose de spécifique. Si vous me demandez à moi, des fois, j'ai un besoin en fait de manger du poulpe. Et ce n'est pas tous les restaurants qui ont du poulpe. OK. On peut chercher aussi par nom de marque ou d'organisme. Ça aussi, c'est important. Il faut bien savoir que votre nom de marque, c'est aussi quelque chose qui est recherché. Donc, il faut s'assurer que personne n'usurpe votre visibilité au sein de Google pour ces termes-là. Donc, pour les villes, comme je l'ai dit, il y a d'autres éléments aussi, tout ce qui est administratif, tout ce qui est formulaire, etc. Les gens vont aller chercher ça, plus leur nom de ville. Et ça m'amène à un point super important qu'on ignore énormément. La touche locale. 46% des requêtes sur Google ont une intention locale. Ça, c'est ce que le moteur de recherche reconnaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la touche locale? Ça veut dire que si je cherche, par exemple, meilleure pizza, la meilleure pizza à Québec et à Montréal, c'est pas la même. Et il y a quelques années de ça, j'étais à Rome. Je peux vous garantir que la meilleure pizza là-bas, c'était pas la même non plus. Hein. Donc, ça, c'est important de le prendre en compte parce que très souvent, on va se retrouver avec un problème. La touche locale est manquante. Donc, un des sites dont j'adore me moquer depuis maintenant 8 ans, et j'ai rencontré beaucoup de monde qui est de près ou de loin associé à ce site web, et ils me le disent aussi en disant « Oh, on sait », c'est celui du Mont-Tremblant. Parce que quand on regarde la façon dont c'est optimisé pour les moteurs de recherche, à aucun moment on ne dit que c'est au Québec, à aucun moment on ne dit Mont-Tremblant, on dit juste Tremblant. Et même là, c'est dit d'une manière où c'est juste associé au casino. Ça ne donne pas beaucoup d'informations. Donc, si j'ai un conseil concret à vous donner sur n'importe quelle page d'accueil de n'importe quel site, le titre numéro 1, ça devrait être « Ce que vous faites et où vous le faites ». Point. Donc, dans mon cas, par exemple, agence SEO à Montréal. Problème réglé. Si vous avez une boulangerie sans gluten en ligne, c'est important. Donc, n'hésitez pas à bien comprendre le côté local et à l'exploiter. Je vois qu'il y a quelques questions. Oui, j'ai aussi reçu une question par courriel. Là. On m'a signalé que le chat ne fonctionnait pas en début de présentation, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas vraiment de questions. Mais là, tout est réglé. Oui, tout est réglé. Ça devrait fonctionner pour tout le monde. Donc, on peut peut-être commencer par la question qui est dans le chat. Là. Je n'ai pas trouvé d'option anglais-français. C'est soit un ou l'autre. Est-ce que c'est mieux d'ouvrir 2 business accounts dans Google pour créer tout ça ou
euh, y aller dans une langue. C'est pas toi, c'est Google le problème. Ça aussi, il y a peu de monde qui ose le dire, mais c'est vrai. Donc, une fiche Google Mon Entreprise, en fait, c'est censé être traduit par la machine. Je peux vous dire que les traductions, des fois, elles sont gratinées. Hein, c'est ça qu'on va dire. Donc, pour moi, ce qui est important de dire dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut faire avec les contraintes. Quand on ouvre une fiche Google Mon Entreprise, on se dit, est-ce que je desserre principalement des francophones ou des anglophones? Donc, par exemple, de mon côté à moi, Pragm, bien que j'ai pas mal de clients anglophones, j'ai fait le choix d'avoir tout ça en français et de dire Google, tu vas traduire, ça m'est égal, parce que mon nom d'entreprise, c'est Pragm tout court. Donc, je n'ai rien à inventer, j'ai rien à traduire, ça ne parle pas, c'est juste un nom. Si vous avez un nom en anglais et un nom en français, je ne conseille pas de mettre les deux l'un à côté de l'autre. Il faut vraiment choisir quelle langue on va privilégier et laisser Google traduire la suite. C'est super important. Si vous changez de nom, c'est important de mettre à jour la fiche aussi. Je sais que ce n'est pas la réponse que tu t'attendais à avoir, mais la chose la plus polie que je puisse dire par rapport à ce fonctionnement-là, c'est poche. Et la prochaine question? Oui, ben, je vais passer à celle qui est par courriel, là, qui est peut-être un petit peu plus vague, mais on y répondra sinon en cours de présentation. Est-ce qu'il y aurait des choses spécifiques à faire et à savoir lorsqu'on lance un nouveau site web pour être sûr qu'il y ait une bonne visibilité? Oui, oui. Ah ben, en fait, on va faire une petite pause ici. Parlons-en. Alors, il faut s'assurer quand on lance un nouveau site web. Un de mes gros problèmes quand les gens lancent un nouveau site web, c'est que vous achetez un thème qui est super mignon, mais qui n'a pas la moitié des fonctionnalités dont vous avez besoin. Hein. Donc déjà, première chose, on essaye de mapper de quoi est-ce qu'on a besoin et de mesurer les choses face à, bon, ben, c'est cute, c'est bien, mais est-ce que ça fait ce que je veux? Parce que rajouter des choses par-dessus, ça peut alourdir, ça peut rendre compliqué, ça peut coûter cher. Ensuite, second point, les thèmes ont tendance à être lents. Donc, ce que je conseille de faire souvent, c'est de prendre la démo du thème et de prendre l'URL et de mettre ça dans Google PageSpeed Insights. Donc, Google PageSpeed Insights, c'est un outil gratuit qui permet de mesurer la vitesse, le temps de chargement, en gros, du thème. Donc là, vous savez si ça va être trop lourd ou pas, si ça va être assez rapide. Parce que vous le vivez, vous, en tant qu'être humain sur Internet, dès que ça met plus de 2 secondes à charger, on dit « Chérie, le Wi-Fi ne fonctionne pas, mon téléphone est cassé. » Non, non, c'est le site web. Donc ça, c'est très important parce que ouais, non, les gens sont impatients, puis moi inclus. Donc la vitesse est très importante à tester. Si vous travaillez avec une agence, vous le dites clairement, je veux que le site se charge en dessous de 2 secondes et ils doivent signer. Hein, ça fait partie du cahier des charges. Ensuite, quand on a un nouveau site web, il faut vraiment, vraiment s'assurer que s'il y a une chose à retravailler, c'est le titre 1, ça s'appelle le H1. Donc, quand je dis H1, d'habitude, dans, mettons, Shopify, WordPress, etc., c'est le titre qu'on met dans l'interface, là, quand on se log, nous, en tant qu'utilisateur, et qu'on tape, c'est le titre 1. Il faut que ça dise ce que ça a à dire. Donc, ça ne peut pas nécessairement être funky, ça ne peut pas être cute, ça doit être fonctionnel avant tout, et ensuite, ça peut être cute. Donc, quand je dis fonctionnel, c'est que, par exemple, la page de service, mettons, dans mon site, j'ai 2 grosses pages service, formation SEO et service SEO. Est-ce que les deux, je vais les nommer titre 1 SEO? Absolument pas. L'un, ça va être formation SEO. L'autre, ça va être service. C'est super important de désambiguer et de bien optimiser ces choses-là. Une autre chose qui peut paraître bête quand on lance un nouveau site, les images doivent être compressées. Si vous utilisez des images de photos stock, elles sont d'habitude énormes et tout le monde pense que c'est la job de quelqu'un d'autre de les compresser. Je suis là pour vous dire qu'après 15 ans, je sais que c'est la job de personne, donc je dis faites-le, s'il vous plaît. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question-là aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben là, avant qu'on attaque la suite des questions, je tiens à vous dire que votre site n'est pas toujours la première chose que les utilisateurs vont voir dans Google. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'aller voir comment est-ce que vous ressortez. Et des fois, moi, j'ai des clients, par exemple, en B2B, je leur dis, tu dois aller t'inscrire dans G2, dans Capterra, dans Crunchbase et tous ces autres agrégateurs. Parce que quand les gens vont chercher, mettons, votre service plus le pays ou votre service plus la nation, votre service plus la ville, il y a souvent des gros sites web qui ressortent avec des listes.
Ben, assurez-vous au minimum d'être dans la liste. Il faut être là où les gens peuvent vous trouver. Il faut être là aussi avec votre fiche Google Mon Entreprise parce que peut-être que c'est ça qu'ils vont voir en premier. Peut-être que ça va être un article de presse. Donc, n'oubliez jamais que quand on optimise pour le référencement, c'est pour optimiser sa visibilité dans les résultats, pas nécessairement garanti que ça soit sur votre site web. Donc, la prochaine question, je suis prête à la prendre. Oui, c'est une très bonne question. Trop de précision sur la localisation ne risque pas de couper certains clients. Si je suis à Québec, je crains que les entreprises de Montréal ne me contactent pas. C'est quelqu'un en B2B ici. Alors, parlons-en parce que Québec, c'est quelque chose de vraiment nuancé. C'est que Google a encore du mal à comprendre la différence entre au Québec et à Québec. Ça, c'est quelque chose qu'on peut exploiter. Pourquoi? Parce que si c'était l'inverse, en mode Montréal versus Québec, là, j'aurais dit on a un petit problème. Mais Québec, des fois, Google positionne ça même au niveau national, donc profitez-en, hein, ça ne fait pas de mal. Et si jamais il y a vraiment un gros problème parce qu'on ne veut pas se couper des clients de Montréal, ben, j'ai une chose à dire là-dessus, c'est que la plupart du temps, quand on dit où est-ce qu'on fait ce qu'on fait, on a beaucoup plus de chances de trouver des clients qualifiés effectivement où on est. Est-ce que pour bien se positionner dans Montréal, donc je ne parle pas de couper les clients de Montréal, mais juste de parler en termes de où est-ce que je peux obtenir un max de visibilité, ben, une entreprise à Québec aura sûrement plus de mal à se positionner sur des résultats à Montréal qu'une entreprise à Montréal, parce que l'entreprise à Montréal, elle a un passif, elle a pas mal d'empreintes web qui dit partout Montréal, Montréal, Montréal. Il y a des recommandations qui viennent, donc des liens qui viennent d'autres sites web qui disent oui, ces gens-là sont à Montréal. Donc, les gens de Montréal ont plus de chances de mieux ressortir sur le terme Montréal. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on change en fait la façon de voir ça et de ne pas se dire je vais me couper des gens de Montréal, mais de dire est-ce que j'avais une shot déjà à bien ressortir sur la requête, mon service plus le mot Montréal? Si la réponse est non, ben déjà, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi, en fait? Et si le service, il est vraiment niche et on l'offre dans toute la nation, ben à ce moment-là, il faut juste dire, au Québec, on peut dire ça aussi, point. Et cibler donc un petit peu plus fort, un petit peu plus loin, et se dire, je veux me positionner à un niveau national. Mais il faut faire le travail aussi en termes de ça. Donc, c'est pour ça que, par exemple, de mon côté, j'ai choisi de dire agence SEO à Montréal. Et c'est pour ça aussi que je vais vous dire quelque chose. J'offre des services e-commerce pour n'importe quelle plateforme. J'ai optimisé des paniers d'achat, j'ai optimisé des Magento énormes, mais j'ai choisi de me spécialiser dans Shopify sur mon site web parce que la plupart des clients que j'ai eus durant la pandémie utilisaient ça. Et la plupart des clients, la façon dont ils pensent, c'est j'ai une boutique Shopify, je veux travailler avec quelqu'un qui connaît Shopify, pas j'ai un e-commerce et je veux travailler avec un expert e-commerce. Les gens sont beaucoup plus terre à terre. J'ai ça, je cherche une solution avec ça. Point. Donc, j'espère que ça démystifie aussi cette façon de penser, cette peur de perdre quelque chose plutôt que d'aller chercher à gagner quelque chose. Donc, est-ce que tu veux qu'on fasse une autre question ou est-ce que j'avance un petit peu? On peut peut-être juste finir là. Je vois qu'il y a une question sur Speed Insight qu'on pourrait peut-être garder pour un petit peu plus loin, mais qui est aussi une bonne question là. Mais il y avait une question sur les noms que tu sais là. Je pense que c'est les agrégateurs que tu as nommés. Peut-être les répéter ou les écrire dans le chat là. Alors, je vais les répéter, mais avant toute chose, je n'ai pas parole d'évangile. Ça veut dire que, encore une fois, vous retournez, vous allez dans Google et vous tapez meilleur, ou vous pouvez taper genre centre de développement Montréal, centre de développement Terrebonne, centre de développement Québec. Vous regardez ce qui ressort et vous prenez en note les agrégateurs parce qu'il y en a peut-être que je vais rater. Donc, par exemple, au Saguenay, il y en a un, c'est Saguenay Joe. Ben oui, mais genre, si on n'est pas au Saguenay, on ne connaît pas ça. Hein? Donc, si je vais aller renommer en B2B les gros agrégateurs qui ressortent bien souvent parce qu'ils ont des pages optimisées, c'est G2, Capterra, Capterra. Il y a aussi Crunchbase, donc c'est comme un crunch, puis une base.com. Donc, ça, c'est les plus gros qui ressortent souvent. Mais
Si on parle en termes de, mettons, restaurant, je sais qu'à Montréal, il y a Tasted qui ressort. Il y a MTL Blog pour le meilleur et surtout pour le pire. Il y a beaucoup d'autres agrégateurs. Dans tous les domaines, il y a des agrégateurs et Google a tendance à les mettre en avant. Donc, comprenez-le bien et trouvez vos agrégateurs. Si on parle d'un musée, par exemple, eh ben, ça va être la Société des musées qui va être l'agrégateur, ça va être Tourisme Québec, ça va être beaucoup d'autres organismes qui regroupent un peu tout ce qu'on peut faire dans le coin. Donc, c'est bien de comprendre en fait que ces agrégateurs-là, ils existent un petit peu pour tout. Est-ce qu'il y a une autre question qui enchaîne? On peut peut-être la passer la question de Speed Insight, puis ensuite on poursuit pour la Parfait. suite. En fait, pour la même page, j'ai un score de 93 en desktop et 36 sur mobile. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une si grande différence? Alors, je vais dire plusieurs choses. Numéro 1, si vous retestez plusieurs fois, vous allez avoir des scores un peu différents. Ça bouge un peu. OK? Numéro 2, astuce très importante. Je vous conseille de le tester en incognito. Incognito, c'est d'habitude CTRL Shift P, je crois. Ou sinon, vous allez dans le menu et vous choisissez ouvrir une session incognito. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à installer des extensions. Moi, j'ai un paquet d'outils dans mon Chrome. Quand je suis en incognito, je n'ai pas de cookies, je n'ai pas d'outils, j'ai rien qui peut fausser le score. Point. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que Google a des critères très différents sur le mobile et sur le desktop. Il y a des attentes qui sont différentes, mais aussi votre design, il est différent, n'est-ce pas? Les choses qui se chargent et l'ordre dans lequel elles se chargent d'un mobile à un ordinateur sont différentes. C'est pour ça principalement que le score est différent. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on a un mauvais score en mobile? Eh bien, ça veut dire que d'abord, avant toute chose, on respire un grand coup, ce n'est pas la mort. Hein? Le second truc qu'on fait, c'est de se dire, est-ce que la plupart de mes clients ils viennent via mobile ou est-ce qu'ils viennent via desktop? Parce que pour beaucoup de sites B2B, par exemple, le mobile n'est pas une priorité. Et le troisième point à bien comprendre, c'est que Google ne va pas vous pénaliser si vous avez un mauvais score mobile, il va juste moins bien vous montrer parce que vous n'êtes pas adapté à l'expérience mobile. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une perte intense, mais elle est là. Est-ce que ça va être le truc prioritaire pour vous de régler entre s'assurer de dire les bonnes choses sur les bonnes pages et s'assurer que ça charge vite, aller d'abord dire les bonnes choses sur les bonnes pages avant de payer un développeur ou d'acheter un outil. Donc, pour ceux et celles qui utilisent WordPress et qui ont des problèmes de vitesse, je vous conseille vivement WP Rocket. Je ne suis pas affiliée, mais il y a quelques années, j'ai travaillé avec eux et les résultats sur WordPress sont vraiment impressionnants. Donc, je ne peux pas aider pour d'autres plateformes, mais je sais que celle-ci, ça peut aider. Le temps file vite quand même. Je vais reprendre un petit peu et on va refaire une pause pour les questions au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la fiche Google Mon entreprise? Vos horaires. Est-ce que vous avez des horaires spéciaux? Vous pouvez les spécifier. Il n'y a rien de plus frustrant que d'essayer d'aller quelque part et de se rendre compte que c'est fermé une fois qu'on est là-bas. Un lien vers votre site. Donc ça aussi, c'est important. Votre lien vers le site, ça n'a pas besoin d'être la page d'accueil. Ça peut être la page service, ça peut être la page n'importe quoi. Le truc le plus utile pour vous. Un listing des produits ou des services. Par exemple, moi, je liste mes services dedans. Si vous êtes un restaurant, par pitié, donnez-nous le menu. Tout le monde veut le menu. Il n'y a personne qui se dit « laisse-moi tenter ma chance, on verra bien ». Non, on aime bien zioter le menu. Fournissez des photos aussi, parce que les photos que Google va choisir sont tristes, au mieux. Okay? Et obtenez des avis clients et clientes, parce que les avis clients et clientes, c'est ça qui donne des informations. C'est ça qui vous permet de mieux vous positionner aussi, parce que Google comprend de plus en plus de quoi ça parle, votre entreprise. Donc, un exemple concret, vous vous souvenez, là, j'ai des habitudes alimentaires un petit peu spéciales. J'aime bien manger des pieuvres. C'est mon animal favori en plus. Ne me demandez pas, c'est un gros débat philosophique, là. Mais quand je cherche un restaurant qui fait de la pieuvre au Québec, c'est souvent les avis Google My Business qui vont ressortir. Parce que il n'y a pas de restaurant qui fait spécialisé en pieuvre. Non, c'est les avis des clients qui me disent « Ah, la pieuvre était délicieuse. » Ok, bon à savoir. Si vous allez sur mon Google My Business, là, ma fiche Google Mon Entreprise,
vous allez voir dans mes avis que la machine, elle a même sorti des petites bulles des avis. Donc, elle sait que j'ai des mots-clés spécifiques. Je ressors sur formation. Je ressors beaucoup sur SEO, bien entendu, mais aussi sur dynamique. La machine, elle a compris que tout le monde n'arrêtait pas de dire « elle est dynamique comme formatrice ». Donc, c'est assez rigolo, mais ça me montre à quel point la machine, elle a bien compris les choses. Et si vous googlez et que vous voyez qu'en dessous de votre fiche, les compétiteurs ne font pas de sens, c'est que Google n'a pas compris ce que vous faites. Il va falloir le renforcer. Ils proposent d'autres compétiteurs. Bon, c'est bien, mais laissons un petit peu de côté le côté Google, mon entreprise. Il faut que je vous parle de quelque chose de très, très sérieux. La relation entre le volume de recherche, la concurrence, la longueur des mots-clés et l'intention derrière les mots-clés. Tout ça, ça s'appelle la théorie de la longue traîne. Je sais qu'on en parle depuis 2006. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Laissez-moi vous montrer comment est-ce que ça s'applique au SEO concrètement. Il y a une relation directe entre le volume de recherche d'un mot-clé et son degré de compétitivité. Donc, par exemple, si je sais dans mon outil magique SEO que y a 100 personnes qui cherchent ça par mois, je sais que ce n'est pas tout le monde qui cherche la même chose. Et je sais que ça risque d'être plus compétitif que quelque chose où il y a 10 personnes qui cherchent ça par mois. Parce que plus une requête ou un mot-clé va être court, donc comme Adidas, comme mettons musée, comme mettons n'importe quelle requête qui a un ou deux mots la plupart du temps, plus il va y avoir de monde qui cherche ça. Donc mettons un mot-clé comme Saint-Valentin. Okay, les gens sont plus nombreux à rechercher un mot-clé court comme Saint-Valentin parce qu'ils vont aller affiner leur recherche au fil du temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans les mots-clés qui sont très, très recherchés. C'est que tout le monde cherche quelque chose de différent. Donc, Saint-Valentin, ça peut être cadeau pour elle, cadeau pour lui, quand est-ce qu'on se prépare, les idées de trucs romantiques. La pauvre personne qui s'est fait martyriser, littéralement, pour en arriver à devenir Saint-Valentin. Bref, il y a différentes intentions de recherche. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Et moins il y a de gens qui cherchent le mot-clé que vous allez sélectionner, plus il y a de chances que ce mot-clé, ce n'est pas qu'il soit mauvais, mais que c'est quelqu'un qui est concrètement en train de chercher quelque chose qu'il ou elle recherche. Genre, je sais ce que je veux, voici ma carte de crédit, let's go. Donc, quand on parle de la longue traîne, je ne veux pas que vous tombiez dans le piège dans lequel tout le monde tombe, de dire « Ah, mais une longue traîne, il me faut des mots-clés avec 3 mots ou plus. » Je peux vous dire qu'un lit blanc Ikea, c'est vague, il y en a 300. Donc, ce n'est pas une question de 3 mots ou plus, c'est plus la requête, elle est spécifique. Donc, mettons, on va prendre lit queen blanc Ikea à tiroir. Ce n'est pas une requête weird, ce n'est pas une requête que vous dites qui taperait ça. Non, vous savez qui taperait ça. Quelqu'un qui cherche un lit à tiroir qui est blanc et qui a la taille queen. D'autres exemples concrets de ça, on peut en trouver dans toutes vos industries. Donc, si jamais vous avez du mal à les trouver, ne vous inquiétez pas. Voici comment est-ce qu'on trouve des mots-clés de longue traîne sans être un pro du SEO. On se dit qui, quoi, où, quand, comment, quoi, pourquoi, meilleur, guide, type, de, avis, etc. Donc, une requête de longue traîne, c'est meilleur collant opaque hiver. Et vous avez déjà une idée de ce que la personne elle cherche. On a utilisé meilleur. Ou par exemple, les pourquoi, moi je les aime bien parce que souvent on va dire par exemple pourquoi, puis là la requête ça va être utiliser ce truc très cher. Parce qu'il y a des raisons en fait. Ou on va chercher par exemple où aller avec les enfants durant la semaine de relâche. Bref, dès que vous trouvez un mot-clé important pour vous et que vous êtes bloqué parce que vous ne comprenez pas l'intention derrière, que vous n'en trouvez pas d'autres, vous me collez un de ces mots-là juste à côté et vous allez voir ce qui ressort juste dans Google Autocomplete, là, dans le drop-down qui vous explique toutes les options.
OK? Donc, si vous voulez, je peux faire une petite démonstration. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait dans le chat m'indiquer dans quelle industrie ils ou elles sont, qu'on puisse faire la recherche ensemble? Non, peut-être. On a idée cadeau. Est-ce que ça t'inspire? Oui, alors je m'excuse, en fait, je me rends compte que j'utilise un logiciel que vous allez voir ici qui me laisse prétendre que je suis en Moldavie. Si je coupe l'enregistrement, on risque d'être affecté. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de n'importe quoi. Donc, moi, j'ai une question pour l'idée cadeau. C'est idée cadeau de quoi? Parce qu'il y a idée cadeau homme, femme, anniversaire, mariage. On a déjà un paquet d'informations. Donc là, on va aller chercher meilleur cadeau. Donc là, ça dit meilleur homme, idée cadeau, meilleure idée de cadeau Saint-Valentin, idée cadeau meilleur ami, idée de cadeau pour son meilleur ami. On dit, par exemple, pour les 30 ans de la meilleure amie. OK? Donc là, ce qu'on va pouvoir chercher, c'est peut-être pour idée cadeau femme, fille, idée cadeau pour la maîtresse d'école à fabriquer. Mon Dieu, ça c'est spécifique. Donc, est-ce que je peux en savoir plus sur les cadeaux? C'est peint à la main. OK, donc on va chercher, mais alors... Ah, il y a idée cadeau artisan. Non, on va faire peint à la main. OK, on va voir ce qui ressort. Ah, en plus, si je pouvais écrire meilleur correctement, je m'excuse, ça c'est un de mes problèmes dans la vie. Bon, alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Google nous dit, en fait, c'est des images qu'on va montrer avant tout. Puis, vous voyez que c'est des produits qui sont en vente. Donc, les images, c'est important. Puis, on voit cadeau DIY. Donc, dès qu'on dit peint à la main, Google, il a compris que c'est un mode DIY plutôt que, mettons, artisanal ou fait main, en fait. Donc, on va essayer. Cadeau artisanal. Hop, cadeau artisanal. Pourquoi est-ce qu'il m'a auto-corrigé? Bon, cadeau artisanal. OK. Donc, là, on voit que, par exemple, là où je suis située, cadeau artisanal, c'est d'office Etsy ou la Tunisie et le Maroc. Tiens, c'est assez intéressant. On peut voir aussi que cadeau artisanal, il y a Etsy qui ressort, mais il y a aussi une boutique qui propose, ou peut-être Coco Papaya, c'est autre chose, mais on peut voir qu'il y a des trucs très intéressants sur ça, c'est des guides. Vous pouvez le voir, c'est idée de cadeau, ça ne va jamais être une fiche produit. Ça va être ou une page d'accueil, ou sinon, par exemple, ici, on peut le voir, c'est un guide. Ça, c'est une boutique qui est connue. Et qui propose une catégorie idée cadeau. Ils ont créé une catégorie. Donc, il faut bien le savoir. Là, Google a fait peut-être que tu cherches directement à magasiner, voici la bonne catégorie, ou peut-être que tu cherches à te renseigner sur des idées. Donc là, voici un guide. Vous comprenez pourquoi est-ce que c'est important de lancer ça et de voir qu'est-ce qui en ressort. Donc, si je retourne dessus, eh bien, moi, mon idée cadeau, là, j'ai déjà eu pas mal d'informations rien qu'en cherchant ici, là. Mais si ce n'est pas assez, j'ai toujours les petites bulles d'images ici qu'on peut ouvrir pour bien comprendre qu'est-ce que Google a compris. Okay. Ce que Google a compris, c'est que ce n'est pas un cadeau artisanal que les gens cherchent, mais un cadeau original. Et là, si on cherche cadeau original, par exemple, on voit qu'il y a un terrarium. C'est assez original, je dois admettre. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il n'y a pas de questions qui ressortent, mais on voit qu'il y a quand même une intention locale que Google a détectée. Et pourtant, mon Dieu, que la Moldavie, c'est loin de la France. Hop, et on voit cadeau original femme, cadeau personnalisé. Tiens, ça va avec cadeau original. Vous voyez comment est-ce qu'on peut sauter d'un concept à un autre jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'il faut. Donc, je vous ramène dans notre présentation. Est-ce qu'il y a une autre question que je devrais prendre en charge qui fait du sens? Oui, je peux peut-être poser la question, c'est assez rapide. Là. Si je vends des pommes et que sur mon site, le mot-clé pomme revient 1000 fois, est-ce que Google peut finir par pénaliser si nous utilisons trop souvent les mêmes mots-clés? Alors, oui, la réponse est oui, mais je vais prendre mon microphone parce que j'aime bien mettre l'emphase quand je dis ça. Si vous hésitez et que vous pensez que vous avez utilisé le mot-clé trop de fois, lisez-le texte. Pourquoi est-ce que je dis ça?
Parce que si vous vous retrouvez, mettons, à dire « Depuis la nuit des temps, les pommes sont appréciées car la pomme est un fruit fantastique et le jus de pomme est encore meilleur. » Ok, on se calme, on se calme. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne concrètement quand on choisit des mots-clés? Eh bien, la page d'accueil, elle doit avoir son expression clé qui dit qu'est-ce que la boutique, qu'est-ce que l'agence, qu'est-ce que la MRC, qu'est-ce que le musée fait, l'organisme. Ensuite, les pages de service doivent avoir un mot-clé prioritaire qui décrit le service. Le mot-clé prioritaire, la première chose que vous devez faire, c'est le mettre dans le titre 1. Vous vous souvenez? Puis après ça, vous l'utilisez naturellement. Vous n'avez pas besoin de le mettre trop de fois, il n'y a pas d'affaire de densité. Ça doit être lisible pour un être humain. On doit comprendre de quoi il est question. C'est tout. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne concrètement, cette affaire de mots-clés, au-delà du... qu'est-ce que je fais, où est-ce que je le mets. Allons voir le Mont Tremblant. Mont Tremblant. Ah, c'est Booking qui ressort. Non. Ok, monttremblant.ca. Alors, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je me plains du Mont Tremblant. C'est que quand on veut optimiser les affaires, on peut envoyer un message. Quand on rédige, je vais vous montrer vite fait parce que ça, c'est un truc que personne ne comprend. Et quand on fait une page, on la travaille de la manière suivante. Vous vous souvenez, j'ai dit titre 1, c'est heading 1. Donc là, on pourrait dire Mont Tremblant, mettons, visite touristique. J'invente complètement. Puis dans Mont Tremblant, on a peut-être le casino, on a peut-être le village. Ok. Puis dans le village, peut-être qu'on a des locations. Ok. Vous voyez, ici, il y a une hiérarchie qui vient de se créer automatiquement. Pourquoi? Parce que la machine, elle la comprend, cette hiérarchie. Eh bien, c'est pareil sur votre site web. Regardez bien. Tac. Vous voyez ce que je vous montre là? Titre 1, titre 2, titre 3, et vous voyez que ce n'est pas ordonné, donc déjà, ce n'est pas top top, mais qu'en plus de ça, les top 10 des activités d'automne, tu me le dis 2 fois. Ensuite, ton premier titre, tu ne me dis même pas Mont Tremblant, tu me dis réserver maintenant. OK. Puis, qu'est-ce que je peux réserver? L'hébergement, les billets de ski, la location, les leçons, les activités, le golf. Et après ça, il y a un paquet de mélanges ici qui n'est pas trop clair. Est-ce que ça fait du sens ce que je raconte en disant, déjà de base, expliquez-moi ce que vous faites en fait? Oui, non? Moi, ça fait du sens. Il y avait une précision par rapport à la question. Là, il parlait aussi au niveau des noms des images. Alors, l'optimisation des images, je n'allais pas en parler aujourd'hui, mais j'ai un conseil de base. Vous pouvez absolument optimiser des images importantes pour vous. Donc, mettons, et puis ça, c'est un terme que j'ai appris après 10 ans au Québec, la pitoune souriante, peut-être qu'on ne veut pas l'optimiser, mais la photo qui montre l'édifice, la photo qui montre, mettons, un plat, la photo qui va montrer un endroit, ça, on veut l'optimiser. Donc, vous n'avez pas à optimiser toutes les images, mais celles que vous voulez optimiser, vous devez aller trouver dans votre plateforme ce qu'on appelle l'attribut alt qui est lié dans les paramètres de l'image et remplir ça pour que Google comprenne bien que oui, cette image, ça parle de ça. Donc, il faut décrire l'image. Si vous avez une boutique, il y a aussi dans le code l'opportunité de mettre, comme vous l'avez vu là, les petites informations sur ce produit est en vente. Donc ça, souvent, c'est votre plateforme qui va le prendre en charge automatiquement. Si vous ne trouvez pas cette option, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Normalement, je donne des astuces par rapport à ça. Est-ce que c'est bon? Oui, je pense qu'on peut poursuivre. Parfait. Donc, comme je le dis, il faut demander de l'aide à Google pour bien comprendre les choses. Je ne vais pas demander de vous que vous commenciez à payer des outils comme moi, j'en paye tous les mois. Vous avez vu qu'on peut rapidement, de fil en aiguille, sauter comme ça et trouver les bonnes choses. Donc, vous devez bien comprendre la nature, l'intention et la manière dont les mots-clés se rapportent à l'étape du parcours client et aux caractéristiques des résultats de Google. Ça peut paraître confus ce que je suis en train de raconter. Les caractéristiques des résultats de Google, vous l'avez vu, on a vite établi, est-ce que tu es une page catégorie, est-ce que tu es un article de blog, ça vous comprenez bien. Maintenant, l'étape du parcours client, je vais vous l'expliquer.
Si je cherche, qu'est-ce que c'est la tarte au bleuet? Ben, je suis tout au début de mon aventure, tout en haut de l'entonnoir de conversion, je me pose la question de qu'est-ce que c'est? OK. Si je cherche, mettons, tarte au bleuet versus tarte aux myrtilles ou tarte à la framboise. Là, je suis en train de chercher des alternatives. J'avance. Genre, je suis en mode, bon, peut-être que je vais faire ça, peut-être que je ne vais pas faire ça. Si je cherche meilleure recette de tarte au bleuet, je suis prête à passer à l'action sûrement. Je suis prête à vouloir en faire une. Donc, si on transpose ça, mettons, à du e-commerce, ben, les gens qui vont chercher, par exemple, promotion, solde, coupon, rabais, ils sont prêts à acheter. Ils sont motivés par le prix. OK. Quelqu'un qui va chercher, par exemple, meilleure botte de neige, tout en haut. Donc, à vous de comprendre qu'est-ce que la personne, elle s'attend à voir là-dedans. Donc, bien souvent, par exemple, quand on cherche une job, bah, souvent, ce que Google va faire ressortir, c'est les fiches emploi et les salaires. Parce qu'ils ont bien compris. Donc, à vous de vous poser la question, quelqu'un est en train de taper ça, qu'est-ce qu'il ou elle cherche en ce moment? Par exemple, quelqu'un qui va chercher, qu'est-ce que le SEO? Est-ce qu'ils sont prêts à signer un contrat avec moi? Non. Ils sont juste en train d'essayer de se renseigner. Est-ce que c'est important pour moi d'être là quand même? Ben oui, parce que si tu commences à bien comprendre ce que c'est et tu te renseignes, etc., il y a plus de chances que tu veuilles faire affaire avec moi parce que je t'ai aidé au début de ton aventure qu'à la fin, quand je dis, ben, en fait, sors ta carte de crédit, tu ne me connais pas, mais promis, je vais bien te former. Non. Donc ça aussi, c'est très important à prendre en compte. On conseille souvent de cibler le bas en mode qui veut convertir, qui est prêt, qui est qualifié, mais plus ça va, plus vous allez remonter parce que vous le savez très bien, vous battre à la dernière étape, c'est très compliqué. Alors que si vous êtes présent tout au long de l'aventure, ça marche mieux. Et quand Google ne saisit pas l'intention de l'utilisateur, Google va faire la distinction entre les interprétations dominantes, communes et mineures. Qu'est-ce que ça veut dire? Rouge cerise. C'est quoi l'interprétation dominante partout? C'est la peinture pour les murs. Et ensuite, c'est le magasin, la marque. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations comme ça? Oui. Est-ce que ça bouge des fois? Absolument. Donc, par exemple, Napoléon, eh bien, toute l'année, au Québec, quand on cherche, c'est Napoléon Bonaparte. Mais pourtant, il y a Napoléon Bourassa, il y a Napoléon Dynamite, le film, il y a le poisson Napoléon. Et en été, qui est numéro 1? Ce n'est pas Napoléon, c'est les barbecues Napoléon. Parce que Google sait que l'été, quand on cherche Napoléon, c'est souvent pour avoir un barbecue de cette marque. Donc, à vous de vous poser la question, est-ce que ce mot-clé-là, je suis l'interprétation dominante? Ou est-ce que, quand moi j'utilise ce mot-clé-là, c'est peut-être moins de gens qui cherchent ce mot-clé-là avec cette intention? Je sais que j'en rajoute des choses, mais le but du jeu, ce n'est pas de faire de vous des pros, c'est de permettre de dire je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Ou ça, je vais attendre d'être un peu plus avancé. Le but, c'est de trouver qu'est-ce qu'on optimise en premier. Donc, quand on veut optimiser les choses en premier sur un site web, by the way, c'est la page d'accueil, la page à propos pour bien dire qui on est, pour bien mettre en confiance les moteurs de recherche et les humains. Et ensuite, bien entendu, les pages services, les FAQ, et les articles qui répondent à des questions concrètes qui sont juste avant la vente. Bon, donc, d'où est-ce que j'ai sorti ça? De ma jolie petite tête, de mon expérience, d'autres personnes, et surtout en ayant une approche qui est basée sur les problèmes clients. Donc ça, je vous laisse avec, mais vous devez répondre à certaines questions pour bien comprendre qu'est-ce que j'optimise, quels sont les mots-clés, qu'est-ce que les gens cherchent. Qui sont vos clients? Qu'est-ce qu'ils recherchent? De quoi ont-ils besoin? Et qu'est-ce qui impacte leurs décisions? Donc, par exemple, qu'est-ce qui impacte la décision de quelqu'un qui va acheter de la céramique? Est-ce que je peux mettre ça au lave-vaisselle? Eh oui. De quoi est-ce que les gens ont besoin quand ils vont acheter des assiettes comme ça? Ils cherchent peut-être des assiettes d'une certaine couleur, avec certains motifs, ou ils veulent quelque chose de qualité, etc. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Une solution pour pouvoir inviter des gens à la maison, etc., que ça soit beau. Puis qui sont vos clients? Quelqu'un qui est capable de s'acheter ce genre de choses-là plutôt qu'un set d'IKEA, c'est souvent des gens qui ont un petit peu plus de moyens, qui sont un petit peu plus âgés et qui aiment recevoir des gens chez eux, mettons. Ou c'est des gens qui vont vouloir offrir un cadeau à quelqu'un qui est comme ça. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que c'est important de comprendre tout ça?
Vous allez me dire, oui, mais bon, Myriam, ça, on le sait déjà. Non, vous seriez surpris, déjà de une. Et de deux, je vais vous donner un exemple concret. Grâce à ça, j'ai réalisé que la plupart des gens qui viennent me voir pour avoir des conseils SEO, c'est qu'ils ont une baisse de trafic. Donc, j'ai commencé à rédiger des articles en mode « Qu'est-ce qu'on fait quand on a une chute de trafic ?» Au lieu de dire « Je suis une agence SEO et faire compétition à tout le monde », je fais uniquement des efforts pour répondre aux besoins des gens là où ils pourraient me chercher quand ils ont besoin de moi. Point. Donc, si vous vous dites, bah oui, c'est bien, mais comment est-ce que ça marche ça? Pour une EMRC, c'est par exemple, je viens d'arriver, qu'est-ce que je dois savoir? Pour, mettons, une boutique de bijoux, ça serait cadeau pour départ à la retraite, cadeau pour jeune fille, etc., etc., cadeau pour nouvelle maman. Vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que cette approche, elle est un peu différente, mais elle est payante. Donc, par où commencer la recherche client? Vous allez regarder les critiques sur d'autres sites web. Donc, quand je dis les critiques, c'est positif ou négatif. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé de vous? Est-ce que la presse vous définit d'une certaine manière, etc., etc. Vous cherchez des commentaires sur Twitter, Facebook, Reddit, TikTok s'il le faut. Ça m'est égal, mais allez là où se trouvent vos clients. Et bien entendu, vous pouvez demander directement à vos clients à l'aide d'entretiens et d'enquêtes. Si ça ne marche pas parce que vous n'avez pas le temps, ne vous inquiétez pas. Une de mes amies qui a une marque de bijoux, elle a un problème. Elle fait des bijoux pour des mamans et on peut choisir des breloques pour les familles composées, recomposées, etc. Donc, ça peut être, par exemple, 2 breloques maman, une breloque chien, une breloque jeune fille. Toute la famille est sur le collier. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous parler de ça? Parce qu'un mot-clé très littéral de ça, ça serait bijoux de famille. C'est pas ça l'intention de recherche. Quand on tape bijoux de famille, on ne va pas trouver ces produits. Ne tapez pas bijoux de famille, s'il vous plaît, si vous ne savez pas de quoi je parle. Demandez à vos collègues. Donc, maintenant que j'ai dit ça, elle était un petit peu bloquée et j'ai dit, va demander à tes fans sur Facebook, tu en as, mettons, 500, demande, comment est-ce que vous décririez mes bijoux? Et là, elle a commencé à bien comprendre comment est-ce que les gens cherchaient ces produits. Là, ça nous a permis d'optimiser et de créer une page dédiée à bijoux et idées cadeaux pour nouvelles mamans, mettons. Donc, s'il vous plaît, faites la même recherche. J'ai fait cette recherche pour une de mes clientes pour me rendre compte que sur Reddit, tout le monde parlait du fait que ces produits avaient été viraux sur Instagram et qu'ils les avaient testés et que réellement, ça marche. Ça, c'était bon à savoir. J'ai eu un autre cas comme ça où je devais optimiser pour un énorme, genre pensez Costco, ok? Un énorme container de friandises pour chiens, mais tellement énorme que mon propre chien saucisse miniature pourrait rentrer dans le container, ok? Un énorme machin. En fait, c'est pour les propriétaires qui ont plusieurs gros chiens. À partir de 3 gros chiens, ça vaut le coup d'acheter ça. J'aurais jamais pu deviner. Heureusement que j'ai fait des recherches. Et une fois que vous avez fait tout ça et que vous vous dites, mon Dieu, où est-ce que je vais mettre mes mots-clés? Ne changez pas les URL si vous les avez déjà. Mais si c'est un nouveau site ou une nouvelle page, ça aide de mettre le mot-clé dans l'URL. Ça n'aide pas suffisamment pour justifier devoir changer l'URL d'une ancienne page parce qu'après, il y a un impact technique, ça crée une page 404, etc. Donc, on ne vous conseille pas de faire ça pour les anciennes pages. Mais pour les nouvelles, n'hésitez pas à faire genre, mettons, pomme-qualité ou le Macintosh, etc. Vous mettez ça dans le titre 1, le H1. Vous mettez ça dans la métatitre. Et si vous ne savez pas quelle est la métatitre, je vais vous montrer ça juste après. Vous mettez ça dans la première phrase du texte et dans les attributs alt des images. Donc, la métatitre. Parlons-en, parlons-en. Donc, la métatitre, en fait, dans mon outil, ça va vous le montrer, c'est ici, le Mont-Tremblant a mal écrit sa métatitre. Site officiel de Station Mont-Tremblant, ski, golf, hôtel, condo, destination, vacances 4 saisons, Québec, Canada. De une métatitre, c'est 65 caractères ou moins. Puis de 2, je ne sais pas pour vous, mais ça sent comme un vomi de Mont-Tremblant. Ça ne répond pas à mes besoins à moi. Ça ne m'explique rien. J'en ai rien à faire que ce soit le site officiel. Je cherche des informations. Donc, retournons dans Google. Pourquoi est-ce que je vous dis retournons dans Google? C'est que, on va essayer, je vais changer ma langue.
Je sais que je vais pleurer pendant quelques jours après parce qu'il va vouloir me la mettre dans une autre langue. Ok. Non, je ne suis pas un... Oh là là. Ok, on va jouer à ce petit jeu combien de temps? Parfait. Vous savez que je suis un humain, mais alors eux, ils ont vraiment du mal. Hein. Alors. Voilà. Donc, Mont-Tremblant. La destination internationale de Mont-Tremblant, ski, hébergement, spa, casino, restaurant, shopping, événements plein air pour famille, amis et affaires. Je vous ai montré ce que ces gens ont fait dans la métatitre et dans la métadescription. Donc, vous voyez que monttremblant.ca... Ah, mais en plus, ce n'est pas la bonne chose, pardon. C'est ça, hein, tremblant.ca, le site officiel. Voilà. Donc ça nous dit site officiel de station Mont-Tremblant et tout d'un coup, c'est coupé parce que c'est trop long. Si Google n'est pas content, il va même vous le réécrire, sachez-le. Donc ça, c'est très important. Si vous avez une chose à faire, s'il vous plaît, assurez juste vous de bien dire les choses sur vos pages. Donc ça, il y a un paramètre pour ce genre de choses-là. Ne stressez pas. Hein. Donc, je vais repartir ici parce qu'on a encore quelques petites choses à discuter. Différents types de pages ciblent différents types de mots-clés. Donc ça, c'est très important de le savoir. La page d'accueil cible les mots-clés les plus concurrentiels, donc vous me dites ce que vous faites. Les pages de niveau supérieur ciblent des mots-clés plus généraux, donc souvent on va avoir une page service et ensuite des pages sous-service. Les pages intérieures plus profondes comme les sous-services, c'est très spécifique. Donc dis-moi par exemple que c'est une page d'audit Google Analytics, que ce n'est pas une formation, mais c'est une formation Google Analytics 4, etc. Les pages à propos et contacts ciblent des mots-clés plus locaux. Donc, à propos, c'est dis-moi, je suis designer à Québec et je fais ça. Les pages contacts, pareil, on parle des bureaux. Et le blog reçoit les requêtes d'intention d'information. Quand je cherche pourquoi, quand, comment, les tutoriels, tout ça, ça va sur le blog. Donc, pour vous, c'est très important d'offrir une proposition de valeur. Ça, on parle de pertinence, clarté. On retire toutes les distractions, toute l'anxiété et on rajoute un bon sens d'urgence en mode « c'est le bon moment, il faut que tu nous appelles ». Je ne vais pas trop parler de ça parce que vous avez tout un lien dédié où j'explique ça vraiment en détail, mais la lisibilité, que ce soit pour un humain ou pour un robot, plus quelque chose est lisible, plus c'est facile de le positionner parce que le robot comprend bien de quoi on parle. Et pour les humains, on ne cherche pas de midi à 14h, on comprend bien, je cherche ça, tu m'offres ça. Si vous pouvez changer une chose pour améliorer le SEO, je vous l'ai déjà dit, c'est le titre H1. Okay. Je ne vous demande pas de le changer dans le code. S'il n'est pas disponible pour vous, vous faites de votre mieux avec le titre que vous avez, mais bien souvent, le titre H1, c'est le titre dans votre back-end, dans votre interface, quand vous rentrez vos pages, c'est le premier titre, c'est tout. Donc, travaillez-le, s'il vous plaît. Mettez quelque chose qui a du sens. Pour les titres et les sous-titres, j'ai aussi certains conseils. Ne stressez pas là-dessus. Si jamais ça devient important pour vous, parce qu'on a déjà parlé de ça et c'est de la job, donc une fois que vous avez fini ça, vous savez que les sous-titres aident aussi. Je vous l'ai montré avec Mont-Tremblant. J'ai toutes les explications ici. J'ai même un outil pour vous aider à le voir. Genre, vous avez vu, en 2 secondes, je suis capable de voir des choses. Eh bien, l'outil est téléchargeable. Ici, je vous montre où est-ce qu'il faut cliquer. C'est bien. Si vous avez du mal, j'ai un article détaillé là-dessus sur mon blog aussi. N'hésitez pas à aller le chercher. Pour les métatitres et métadescriptions, comme vous pouvez le voir là, Vallée de Point Accueil, ça ne me dit rien. Et on arrive à quelque chose d'intéressant avec chariot élévateur articulé et accessoires de manutention de... Ouh, j'aurais aimé savoir la suite. Donc, c'est super important. Il faut vraiment prendre le temps de nous expliquer ce que vous faites parce que pour moi, une vallée, ce n'est pas des chariots élévateurs. Hein. Donc, il faut désambiguer. Et pour la description, si vous n'avez rien à dire, ne mettez rien, laissez Google écrire quelque chose pour vous. Concentrez-vous sur la métatitre. Encore une fois, c'est une question de priorisation. Pareil ici, on peut le voir là, meubles indigènes. Quand on laisse Google aller et écrire ce qu'il veut, ce n'est pas toujours parfait, mais ça peut donner des choses comme ça. Donc, si vous n'êtes pas content, bien entendu, vous allez écrire la description si elle est manquante, mais seulement si vous n'êtes pas content quand vous regardez les résultats. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué de tout ce qui est expertise, autorité et fiabilité, là, les critères de Google. J'ai
un dossier, enfin un fichier dédié pour vous expliquer tout ça. Je l'ai mis en lien aussi. Donc ça, c'est en plus. Hein. Ce n'est pas obligatoire, c'est si jamais vous êtes intéressé. Parce que l'expertise est importante. Donc l'expertise formelle, si vous avez eu des diplômes, si vous êtes reconnu, si vous avez eu des prix, si on vous considère comme un expert, dites-le dans votre page d'accueil, c'est super important. L'autorité, c'est quand d'autres sites web dans votre industrie ou dans votre région parlent de vous. Donc, allez obtenir des liens d'autres personnes, c'est très important. Et la fiabilité, c'est est-ce qu'on vous fait confiance? Donc, pour la confiance, il faut travailler sa page à propos, sa page de contact. Et si vous avez une page de livraison, c'est le genre de choses que Google veut voir. Il y a aussi beaucoup de questions ces derniers temps au niveau de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui rédigent des contenus. Et Google n'aime pas ça, mais ils ne sont pas contre, parce que c'est utile et que ça fait gagner du temps, tant et aussi longtemps, et c'est la nouveauté de ce mois-ci, que votre contenu, il est utile. Donc, il y a une mise à jour qui s'appelle la Helpful Content Update. Est-ce que le contenu, il est utile? S'il n'est pas utile, vous n'allez plus vous positionner sur des contenus qui sont juste rédigés pour des robots. Donc, n'oubliez pas, c'est pour ça qu'on a eu tout le processus de se concentrer sur les êtres humains. C'est que c'est ça qui est payant et c'est ça qui va vous éviter des problèmes dans le futur parce que vous faites la bonne chose, en fait. Vous menez votre business comme il faut. Donc, j'ai aussi quelques petits conseils pour rédiger sa page service. Encore une fois, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Cette diapositive, elle est faite comme un petit guide si jamais vous en avez besoin. Mais une page service, si on est bloqué, voici le mode d'emploi au niveau SEO. Il faut montrer des bonnes informations, apporter une valeur ajoutée, montrer qu'on est local et répondre aux questions courantes. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, j'ai vu la liste des participants et participantes. Ça fait longtemps que je donne des formations, donc j'ai pas mal de contenu. Si vous êtes un business qui deal avec d'autres business, j'ai tout pour vous aider à créer des contenus B2B qui vont être utiles. Si vous êtes une MRC, eh bien, j'ai déjà travaillé avec des MRC. J'ai un guide pour vous aussi. Et si vous êtes, par exemple, comme le domaine Jolie Lobinière, j'ai aussi des astuces et des outils pour une rédaction web pour les musées. Est-ce que si vous vous retrouvez à dire « je ne suis pas dans les 3 cas », vous allez quand même pouvoir trouver quelque chose sur mon site ou est-ce que ces articles vont être utiles pour vous? Absolument. Si vous n'êtes pas content ou contente parce qu'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à contacter Virage Numérique et je vais vous revenir avec la liste de mes articles déjà produits. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Myriam. Je sais que tu dois quitter rendu à cette heure-là. C'était vraiment intéressant, des super bons exemples. Puis effectivement, là, tout le monde, comme mentionné par Myriam, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai mis le site web de Virage là, plus haut dans le chat où vous avez toutes les informations pour nous contacter. Moi, je vous envoie là, au courant de la journée ou au plus tard demain. La présentation de Myriam avec l'enregistrement du webinaire. Donc, merci à tous pour votre présence aujourd'hui, puis à une prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt.